Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette semaine de la QVT où le cabinet Vimeria propose 3 webinaires gratuits. Le premier est animé par moi-même, une fois n'est pas coutume, et je vais traiter la question des risques psychosociaux versus la qualité de vie au travail. Le deuxième aura lieu mercredi prochain à 12h30 et j'accueillerai Nicolas Sclari qui est chef de service dans le social et spécialiste de la qualité de vie au travail. Il nous parlera de la dissonance émotionnelle et de l'épuisement que cela peut amener. Et la troisième session aura lieu vendredi, également à 12h30, et j'accueillerai pour la troisième fois Raissa Magronji, qui est spécialiste de la QVT et chargée de mission handicap. Elle nous parlera vendredi de la reconnaissance au travail. Donc, toutes ces sessions sont gratuites et seront disponibles sur ma chaîne YouTube dès le lendemain. Puis, vous pouvez également me retrouver dans mon activité journalistique le jeudi 24 juin à 10h pour une table ronde que j'animerai au salon Vivre l'entreprise qui aura lieu au Parc Floral de Paris. Et donc, le thème sera les clés pour mettre en place de manière efficace et productive le télétravail pour les collaborateurs. Que dit le droit du travail et retour d'expérience. Donc, j'animerai cette table ronde. Il y aura une avocate spécialisée en droit du travail et puis 2 autres invités qui viendront débattre de cette question. Voilà. Alors, pour nous maintenant, donc, nous allons commencer cette question risques psychosociaux versus qualité de vie au travail. D'abord, juste une présentation de mon parcours pour savoir de quel point de vue je parle. Donc, j'ai un master de psychanalyse, un master en sciences sociales et puis un master en management des équipes, santé et qualité de vie au travail que j'ai obtenu à l'IAE de Tours. J'ai aussi un diplôme d'université en psychologie criminelle et profilage, un diplôme d'université en alcool et société, et puis actuellement, cette année, je fais un DU en droit du travail appliqué à l'Université de Bourgogne. J'ai une activité de consultant, donc en risques psychosociaux et qualité de vie au travail, c'est-à-dire que je fais des audits. Je fais de la formation soit en entreprise, soit dans des écoles ou à l'université pour des masters en ressources humaines. Et puis, j'accompagne des entreprises, soit pour réduire les risques psychosociaux, soit pour mettre en place une démarche QVT. Alors, RPS versus QVT. D'abord, il faut définir les RPS et puis définir la QVT pour savoir de quoi on parle. Et après, on verra si les RPS et la QVT sont le négatif de l'un ou de l'autre. Allons-y. Alors, aux origines des risques psychosociaux, en 2004, il y a un accord européen des partenaires sociaux sur le stress. En 2007, il y a un accord cadre européen sur le harcèlement et la violence, tout ça au travail, bien évidemment. En 2007, lors de la conférence sur les conditions de travail, Xavier Bertrand, qui était à l'époque ministre du Travail, demande qu'un rapport soit fait sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail. En 2008, le rapport est remis par Philippe Nass et Patrick Légeron, qui ont mené cette étude. Et donc, Xavier Bertrand reçoit ce travail-là. La lettre de mission du ministre indiquait de clarifier la notion des risques psychosociaux et de recenser ou de définir les indicateurs qui en existent ou qui devraient en exister. Et à la suite de ce rapport, il a commandé une deuxième mission, une étude beaucoup plus large, avec beaucoup plus de collaborateurs à l'étude, et qui arrivera quelques années après. Entre-temps, en 2008, il y a l'accord national interprofessionnel qui définit le stress au travail. En 2009, il y a un arrêté ministériel qui propose des indicateurs pour dépister le stress au travail et un cadre pour le prévenir. En 2010, un accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail est signé. Il y a également la même année un arrêté qui porte sur l'extension de l'accord sur le harcèlement et la violence au travail. Et puis en 2011, le ministre Xavier Bertrand donc, reçoit le rapport intitulé « Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser ». Et donc ce rapport est plus couramment appelé le rapport Golac, du nom du rapporteur du rapport. Donc si vous tapez sur un moteur de recherche rapport Golac PDF, vous trouverez facilement le dossier et vous pourrez le télécharger et le consulter.
Dernier élément, 2017, mise à jour du dossier sur les risques psychosociaux dans le document unique d'évaluation des risques qui a été proposé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Alors, les RPS, dans le rapport GOLAC, justement, ils sont classés en 6 domaines. On a l'intensité et le temps de travail, qui comprend entre autres la question de l'intensité et la complexité du travail, la durée du travail, l'organisation du temps de travail. On a l'intensité, le temps de travail, mais aussi les exigences émotionnelles. Dans la relation publique, alors la relation publique, ça peut être par exemple dans un centre de soins avec les patients, ça peut être dans le cadre de l'éducation avec les élèves par exemple, ça peut être dans le cadre commercial avec des clients, le contact avec la souffrance, le fait de devoir cacher ses émotions et puis également la présence de peur ressentie dans l'exigence émotionnelle dans le cadre de notre travail. Il y a la question de l'autonomie, alors à la fois du côté du manque d'autonomie, qui peut être très frustrant et difficile à vivre, et en même temps de l'autonomie trop grande laissée à un collaborateur, qui, elle, dans ce cas, peut être angoissante et stressante. Il y a la prévisibilité et l'anticipation du travail, il y a le développement culturel, l'utilisation et l'accroissement des compétences, la monotonie et l'ennui. Il y a les rapports sociaux au travail, avec la représentation que l'on a des rapports sociaux, les relations avec les collègues, les relations avec la hiérarchie, les subalternes aussi, la relation à l'entreprise, et puis les relations à l'extérieur. Comme on voyait avec les exigences émotionnelles, eh bien, ça peut être un client, ça peut être un élève, ça peut être un patient. Et puis, il y a les violences internes. Il y a le conflit de valeurs, conflit éthique entre ce que moi, je pense être juste bon de faire et puis ce que l'on me demande de faire. Il y a la qualité empêchée et puis le travail inutile. Et puis, il y a l'insécurité de la situation de travail, sécurité de l'emploi, du salaire ou de la carrière, la soutenabilité du travail, les changements dans l'organisation du travail, par exemple, et le contexte de travail. Alors, on le voit finalement, dès qu'on travaille, on est exposé à des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux sont inhérents au fait que l'on est en situation de travailler. Alors, on pourrait vouloir extraire les risques psychosociaux du travail en se disant on va les supprimer, les risques psychosociaux, mais en fait, si on supprime, en tout cas si on tente de supprimer les risques psychosociaux, eh bien, il faut tout simplement sortir du travail, puisque le travail nous expose à des contacts, à des relations professionnelles, à de la charge de travail. Donc, on ne peut pas supprimer les risques psychosociaux. Ce n'est pas possible. Donc, ce qu'il va falloir faire, ça va être de les prévenir, de porter toute notre attention dessus, de façon à pouvoir faire cette prévention. Alors, d'un côté, pour faire la prévention, il faut identifier les risques psychosociaux dans l'entreprise dans laquelle on travaille, et puis il faut mettre en place des mesures de prévention. Alors, il y a 3 éléments à prendre en compte. Il y a d'abord la question du danger, il y a la question du risque, et puis la question du dommage. Alors, prenons un exemple qui n'est pas dans les risques psychosociaux pour démarrer, et après on prendra un exemple des risques psychosociaux. Je suis sur un toit. Par exemple, je suis charpentier couvreur et je suis sur un toit. Ça, c'est dangereux. Donc, le danger est d'être sur un toit. Le risque encouru, c'est bien de tomber. C'est la chute. On a donc un risque de chute qui est beaucoup plus élevé que si je travaille dans un bureau. Et le dommage que l'on encourt dans ce cas-là, eh bien, c'est soit de se blesser, soit carrément de mourir. Prenons un exemple avec les risques psychosociaux. Par exemple, la relation à l'extérieur. Bien, en danger, prenons le contact avec le public. Imaginons que je sois à l'accueil des allocataires du RSA à la CAF. Eh bien, le contact avec le public m'expose à un risque. Le risque, c'est d'avoir une agression, soit verbale, soit physique, par un allocataire mécontent. Le dommage encouru, lui, eh bien, c'est soit un syndrome de stress post-traumatique suite à l'agression, soit carrément des blessures si l'agression est physique, et si il y a vraiment une agression très, très, très violente, ça peut être la mort. Prenons la question de l'intensité du travail. Autre exemple dans les risques psychosociaux. Travailler, eh bien, travailler, ça comporte des risques. Un de ces risques est avoir une surcharge de travail.
Dans ce cas, le dommage encouru, lui, eh bien, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Je risque de me fatiguer et d'arriver jusqu'à un épuisement, c'est-à-dire jusqu'au burn-out. Ça, c'est le dommage qui est encouru. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un danger. Et le danger, lui, eh bien, c'est tout simplement de travailler, puisque travailler m'expose à la surcharge de travail, et donc cette surcharge de travail me fait prendre le risque d'être épuisé et en burn-out. À côté de ça, on a 3 niveaux de prévention. On a la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Alors, la prévention primaire, c'est avant l'exposition au danger. La secondaire, c'est lorsqu'on y est exposé qu'il n'y a pas de dommage. Il n'y a pas de dommage, mais c'est le début des difficultés quand même. Alors, elles sont faibles, modérées. Et la prévention tertiaire, elle, c'est lorsqu'on est exposé et qu'il y a des dommages. Voilà, on subit des dommages de cette exposition-là. Et donc, il faut éviter, par la prévention tertiaire, la récidive, c'est-à-dire que cela se reproduise et il faut pouvoir en sortir. Prenons un exemple, le passage de l'open space au flex office. On a vu avec cette pandémie la mise en travail à distance, généralement au domicile, d'un bon nombre de salariés du secteur tertiaire. On a vu des entreprises réduire le nombre de bureaux qu'elles avaient et passer à ce moment-là sur ce qu'on appelle du flex office. Le flex office, lui, c'est un bureau qui ne va pas être utilisé tout le temps par le même salarié. Et donc, quand le salarié sera sur le lieu de travail, il pourra utiliser un bureau et après, il sera en télétravail. Et quand il reviendra sur le lieu de l'entreprise, eh bien, il aura un autre bureau. Il n'y a pas de bureau qui lui est attitré. Alors, dans ces flex office, il y a des bureaux à quelques personnes, il y a des espaces plus grands et puis il y a des bureaux individuels si on a besoin de s'isoler pour bien se concentrer. Dans la prévention primaire, je suis dans l'open space. On n'est pas encore dans le flex office. Donc, je ne suis pas encore exposé au danger du flex office, puisque je suis encore dans l'open space. La prévention secondaire, c'est lorsque je serai déjà dans le flex office. Et là, à ce moment-là, je suis exposé au danger du flex office. Et la prévention secondaire, tertiaire, pardon, la prévention tertiaire, elle, ça sera quand, dans le flex office, eh bien, quelqu'un subira des dommages, aura des problèmes liés à l'isolement, problèmes en relations sociales. Et à ce moment-là, eh bien, il faudra mettre en place de la prévention tertiaire pour pouvoir réduire cette situation et en sortir. En prévention primaire, on n'est pas encore dans le flex office et on prévoit les risques qui vont être encourus et les dommages possibles et on met en place des mesures de prévention pour éviter que ça n'arrive. Prévention secondaire, on est dedans et à ce moment-là, les choses se passent moyennement bien et on met des mesures de prévention pour éviter que ça n'aille trop mal. Et en prévention tertiaire, ça va très mal et on met des mesures de prévention pour pouvoir revenir à un stade antérieur. Alors voilà, ça c'est la présentation des risques psychosociaux. Maintenant, voyons ce qu'il en est de la qualité de vie au travail. Alors, aux origines de la qualité de vie au travail, eh bien, dans les années 1980, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, démarre des recherches sur la question de la qualité de vie tout court. Et elle définit en 1994 la qualité de vie comme étant une perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s'agit d'un large champ conceptuel englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement. Ça, c'est la définition de la qualité de vie. Et on la retrouve, cette question-là, dans la qualité de vie lorsque l'on a des soins, par exemple dans un hôpital, dans un centre de convalescence, et puis aussi la question au travail. Eh bien, le docteur Philippe Colomba, qui était un des enseignants majeurs du master en management, santé et qualité de vie au travail que j'ai obtenu en 2018, et qui est auteur de rapports ministériels et de rapports pour la haute autorité de la santé, président de l'Observatoire national de la QVT, lui, il appuie la définition de la QVT sur celle de la qualité de vie donnée par l'OMS. Et donc, en 2002, on a la Commission des communautés de l'Europe qui propose une approche globale de la question du bien-être au travail.
En 2007, l'ANACT définit 6 facteurs clés de la qualité de vie au travail. En 2013, il y a un accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail. Vous pouvez le retrouver très facilement sur un moteur de recherche en tapant accord national interprofessionnel qualité de vie au travail. Vous y avez accès tout de suite. En 2014, l'article 33 de la loi du 5 mars relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale inclut la notion de la QVT. En 2015, le Code du travail, dans l'article 2242-8, cite la qualité de vie au travail et la question de l'égalité homme-femme. Alors, définition de la qualité de vie au travail par l'ANACT en 6 points. Donc, ça concerne les relations sociales et les relations de travail. Ça concerne le contenu du travail. Ça concerne l'environnement physique de travail. Ça concerne l'organisation du travail et la réalisation et le développement professionnel. Cela concerne la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Et l'ANACT propose après 10 axes. Alors, ces 10 axes sont la qualité de l'engagement de tous à tout niveau de l'entreprise. On est vraiment sur une question de qualité, ça c'est important. La qualité de l'information partagée au sein de l'entreprise, la qualité des relations de travail, la qualité des relations sociales construites sur un dialogue social actif. Actif parce que tout le monde est convoqué dans cette construction-là. C'est participatif. La qualité des modalités de mise en œuvre de l'organisation du travail, la qualité du contenu du travail, la qualité de l'environnement physique, la possibilité de réalisation et de développement personnel, la possibilité de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et puis le respect de l'égalité professionnelle. Et donc, on a cet observatoire national de la QVT qui est principalement destiné aux professions de santé et que l'on peut consulter et regarder les travaux et les études et les publications. Alors, finalement, la qualité de vie au travail, c'est une ligne. Soit on est dans une qualité de vie au travail qui est neutre, on pourrait dire, soit on est dans une mauvaise qualité de vie au travail, soit on est dans une bonne qualité de vie au travail. Mais que l'on fasse rien ou que l'on fasse quelque chose, il y a une qualité de vie dans le travail qui est bonne, neutre ou mauvaise. Alors, RPS versus QVT. Eh bien, d'un côté, on a les risques psychosociaux qui demandent d'identifier les dangers, les risques et les dommages, et de mettre en place des mesures de prévention, soit primaires, avant d'être exposé, soit secondaires quand on est exposé et qu'il n'y a pas encore de dommages lourds, soit tertiaires lorsqu'on est exposé et qu'il y a des dommages lourds. De l'autre côté, on a la QVT. Elle, c'est une évaluation du niveau de satisfaction de chaque salarié dans l'activité professionnelle au regard des 6 axes proposés par l'ANACT et des 10 axes complémentaires. Et donc, il faut mettre en place une démarche plutôt collaborative de la qualité de votre travail auprès des collaborateurs. Voilà, on a ces 2 axes-là, RPS, QVT, et on n'est pas sur la même chose. À partir des 6 points qui sont définis par l'ANACT sur la QVT, eh bien, regardons quelle est la correspondance que l'on pourrait trouver du côté de l'analyse des risques psychosociaux. Du côté de la QVT, on a les relations sociales et de travail. C'est cette qualité des relations sociales et de travail que l'on va évaluer. Et du côté des risques psychosociaux, eh bien, on va identifier les dangers liés aux relations sociales. Donc, par exemple, les conflits, le harcèlement, un mauvais management. Côté QVT, nous avons le contenu du travail. Eh bien, du côté des risques psychosociaux, on va évaluer le conflit de valeurs, par exemple, la qualité empêchée ou le travail inutile, ou bien la sous-charge de travail, ou la surcharge. L'organisation du travail. Eh bien, du côté des RPS, on va pouvoir évaluer la question de l'insécurité de la situation de travail, son organisation, le contrat de travail, etc. Du côté de la QVT, il y a l'environnement physique de travail. Du côté des risques psychosociaux, il peut y avoir l'insécurité de la situation de travail, le fait d'être exposé à des dangers. Par exemple, un convoyeur de fonds est exposé à des dangers. Ça, au niveau de la qualité de vie au travail,
on est plutôt sur des risques qui ne sont pas psychosociaux, mais plutôt des risques physiques. Et par exemple, les troubles musculo-squelettiques entrent complètement dans cette question de la qualité de vie au travail. On a la réalisation et le développement professionnel, qui est un facteur de qualité de vie au travail. Du côté des risques psychosociaux, on doit veiller à prévenir les conflits de valeurs, avec la qualité empêchée, le travail inutile, mais aussi la question de l'intensité du travail. Et ça, effectivement, c'est un danger que l'on peut avoir et qu'il faut prévenir. Et puis en QVT, on a la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Au niveau des risques psychosociaux, il faudra veiller à être très rigoureux sur l'intensité et le temps de travail et aussi sa charge de travail. Alors, les RPS, ici, nécessitent de mettre en place des mesures de prévention. Voilà. Donc, les RPS sont présents dans l'activité professionnelle, quel que soit le métier, quelle que soit l'activité professionnelle, et il faut mettre en place des mesures de prévention, non pas pour les faire disparaître, mais pour en réduire le niveau critique de dommages que l'on encourt. De l'autre côté, la QVT, elle est neutre ou mauvaise. Il va falloir la développer pour qu'elle soit bonne, ou si elle est déjà bonne, eh bien, continuer de la développer pour qu'elle soit encore meilleure. Mais, en fait, on peut avoir des risques psychosociaux clairement identifiés dans le document unique d'évaluation des risques et avoir mis en place des mesures de prévention qui, elles, sont très efficaces. Et donc, on a réduit les risques psychosociaux à leur minimum. Ils sont toujours là, mais le dommage encouru est extrêmement rare et extrêmement faible. De l'autre côté, on peut avoir une qualité de vie au travail qui n'est pas prise en compte et qui est extrêmement dégradée. Et donc, on peut avoir une qualité de vie au travail dégradée, bien qu'il y ait des risques psychosociaux très faibles. Cela, finalement, amène au fait que les risques psychosociaux ne sont pas le négatif ou le positif de la qualité de vie au travail, et réciproquement. On est sur deux perceptions, analyses et interventions différentes face à des éléments de notre vie au travail. D'un côté, il y a des dangers qu'il faut prévenir. De l'autre côté, il y a une qualité de vie qu'il va falloir développer. Donc, pour les risques psychosociaux, une bonne prévention des risques psychosociaux ne garantit pas une bonne qualité de vie au travail. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et nous allons pouvoir passer à la partie des questions-réponses.